Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager un petit peu. Je ne vais pas revenir nécessairement sur les Yvelines et sur Verneuil-sur-Seine. Vous avez déjà eu le meilleur vice-président transport que nous avons en France est ici au premier rang et vous l'avez vu sur scène il y a un instant. Donc je vais vous emmener ailleurs, ou plus exactement vous faire voyager un petit peu. Je voudrais vous faire redécouvrir, découvrir, parce qu'on a beaucoup parlé du dernier CES, et à partir des éléments d'information qui ont pu être dits et présentés déjà peut-être, et sur lesquels nous reviendrons relatifs au CES, surtout essayer de dessiner l'avenir des mobilités sur les territoires, ou du moins réfléchir ensemble à comment elles se dessinent à partir des innovations principalement technologiques qui étaient notamment présentées au CES. Pour commencer, tout à l'heure, on évoquait BYD. Moi, il faut savoir, depuis septembre dernier, j'ai fait 17 pays, car au-delà d'être maire de Verneuil-sur-Seine, je suis directeur stratégie innovation de Vivendi. Et il se trouve qu'en octobre dernier, j'ai été à Shenzhen et j'ai fait partie des rares Français qui ont pu visiter le siège et les usines de BYD. Et je commence par là parce que moi, je ne suis pas du tout un expert automobile. Je ne prétends même pas être un expert mobilité. Mais il y avait des chiffres qui m'ont frappé parce que ma ville de Verneuil-sur-Seine, elle est entre Flins, Renault, et Poissy, Stellantis, Peugeot. Et à vue de nez, lorsque on me demande habituellement combien de temps il faut pour monter une voiture lorsqu'on a toutes les pièces, je ne sais pas quelles sont les données que vous avez en tête. J'aime bien poser la question d'habitude. En France, c'est plusieurs heures, souvent étalées sur même parfois jusqu'à 15 jours, suivant la manœuvre, suivant la disponibilité, suivant tout le travail. BYD, lorsque je suis arrivé là-bas, ça fait partie des premières questions que je leur ai posées. Je leur ai dit combien de temps il faut pour monter une voiture. Ils m'ont regardé, ils ont souri et puis ils m'ont dit vous n'avez pas un chrono sous la main? Et puis ils m'ont emmené sur les lignes de production. Ils m'ont dit allez-y, c'est vous qui donnez le top. Et il fallait quelque chose comme 53 secondes. Alors moi, je suis tombé de ma chaise et je leur ai dit mais comment on arrive à ce type d'efficacité? Et qu'est-ce que ça implique sur nos chaînes de production européennes? Alors, ils ont rigolé. Ils ont dit, en fait, nous, déjà, BYD, on n'est pas une marque de voiture. C'est ça que vous n'avez pas compris. On est une marque qui fait de la gestion de mines de lithium, historiquement, et on va jusqu'aux différents produits finis. Donc, en fait, on a pensé nos chaînes de production complètement différemment. Puis, la deuxième chose, ils m'ont dit, il va vous falloir du temps en France pour comprendre. En octobre, personne en France ne parlait de BYD. Les affaires Tesla et Trump, évidemment, ont changé la donne. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en revenant en France, en atterrissant à Roissy, la première chose que j'ai entendue à la radio, c'était les grèves justement qui commençaient à gronder. Et on entendait notamment, il se trouve là, ce matin-là, des employés de Stellantis qui disaient « Oh là là, on ne veut pas être remplacé par l'IA ». Et j'avais juste envie de dire, ce n'est pas l'IA le sujet en termes de technologie, c'est la transformation notamment des chaînes de production qui sont en train de tout révolutionner. L'IA n'est qu'un tout petit maillon, c'est le maillon médiatique. Mais ce qui est intéressant, et c'est sur ce quoi je voudrais insister aujourd'hui, ce n'est pas le buzz, mais littéralement le business. Pour dessiner les mobilités de demain, le premier enjeu que je voudrais vous glisser, c'est celui de la souveraineté. Alors, c'est un lieu commun, mais le problème, c'est que le terme souveraineté, on l'entend toujours de manière un petit peu, limitée. Et je voudrais vraiment que vous perceviez cet enjeu. L'enjeu de la souveraineté, ce n'est pas juste une souveraineté d'État, de nation, de plus en plus pour les entreprises, c'est aussi une souveraineté en tant qu'entreprise, une souveraineté qui peut être différente de celle de l'échelle de la nation. J'y reviendrai tout à l'heure, mais pour moi c'est important parce qu'on me dit toujours oui, dis donc, il faudrait que telle entreprise stocke toutes ses données en France. Puis après on me dit non, mais c'est une souveraineté européenne, donc plutôt en Europe. Et puis en fait, c'est une souveraineté occidentale ou c'est une souveraineté, si on va sur d'autres pays, qui peut avoir des caractères pluriels et différentiels. Et je voudrais commencer par là, parce que puisque je vais vous parler et vous faire voyager de l'autre côté du monde, non plus de Shenzhen, mais cette fois-ci à Vegas, simplement avoir cette réflexion toujours en tête, parce que la notion de souveraineté, elle est plurielle et elle est vraiment de plus en plus complète. Nationale, sociale, entreprise, économique, écologique, réglementaire. Et c'est des sujets qu'il faut avoir en tête, parce qu'on les voyait concrètement, en termes d'applicabilité, justement, sur le CES. Alors, qu'est-ce que c'est le CES pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas déjà, mais comme le sujet a déjà été évoqué ce matin, je suis sûr que je parle à des convertis. Le CES, c'est littéralement le plus grand salon du monde en termes de technologie. Initialement, c'était un consumer, autrement dit, quelque chose de très retail. Aujourd'hui, c'est un salon immense qui réunit toutes les innovations du monde entier et qui est en train d'ailleurs de se transformer au fur et à mesure que l'innovation en tant que telle innove. Sans mauvais jeu de mots. Il se trouve que c'est un salon qui est particulier parce que c'est un salon initialement où on avait beaucoup de véhicules, de voitures.
Aujourd'hui, c'est surtout un salon, vous le voyez avec quelques chiffres, on a énormément de start-up, énormément de délégations internationales, et c'est un salon qui mêle, pour le coup, la géopolitique à la technologie. À ce titre, il faut savoir que la France, initialement, faisait partie des pays les plus importants, les plus stratégiques pour ce salon. C'était un salon, d'ailleurs, par lequel on rentrait à travers le pavillon français. Mais il faut savoir que cette longue histoire d'amour est en train de se transformer. Ça me permet de vous convertir, pas seulement avec le Hub, mais aussi avec le Hub. La France a besoin d'être présente sur ce type de salon. Et ça fait quelques années, malheureusement, que c'est décrescendo, tout simplement parce que, bon, il y a eu des sujets politiques, bien sûr. En France, les ministres n'étaient pas forcément disponibles. Mais plus globalement, on voit qu'à mesure que l'Asie se positionne sur ce type de salon international, on parle du CES, mais on pourrait parler de South by Southwest à Austin ou d'autres salons en Asie, eh bien, la France décroît et on a, pour la première fois cette année, eu beaucoup moins de représentants politiques, mais surtout d'entreprises présents. Bref, si je devais faire un focus sur les 5 tendances du CES et un focus évidemment sur les mobilités, je serais finalement assez clair. La tendance numéro 1, elle ne va pas vous surprendre, c'est celle de l'hyper-personnalisation de l'expérience. J'ai eu la chance, et peut-être que certains d'entre vous ont joué, d'aller à Los Angeles ou à San Francisco. Vous pouvez utiliser les fameux Waymo, les fameux Google, les voitures Google, qui étaient exposées sur le salon et qui vous proposent simplement, en un clic, d'accéder à une voiture qui vient à vous de manière complètement autonome, qui va rouler de manière complètement autonome, mais qui va surtout, au-delà de vous conduire, vous proposer un certain nombre de divertissements dans la voiture, des divertissements qui sont complètement personnalisés et qui vont vous permettre d'avoir une expérience elle-même personnalisée. Alors ça va de la température jusqu'à la musique, en passant par le contenu, les publicités qui vont financer le dispositif. Ça va passer évidemment par le parcours qui va peut-être vous faire des arrêts qui eux-mêmes peuvent être plus ou moins sponsorisés, vous faire passer devant des panneaux, vous faire passer devant des boutiques. Bref, l'hyper-personnalisation, jusqu'à là, rien de très nouveau, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train d'atteindre son paroxysme. J'en profite puisqu'il y a des parlementaires, au moins un dans la salle, pour glisser que la voiture autonome, elle fonctionne. Et quand j'entends dire, mais ça serait compliqué sur le rond-point de l'Étoile, non, 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 la voiture autonome, vous allez à San Francisco, avec un coup de tramway, un coup de voiture, ça va dans tous les sens, c'est plus compliqué à mon avis que le rond-point de l'Étoile. L'enjeu, il est plus technologique, il est complètement politique et réglementaire. Deuxième chose qui, en tant pour le coup que Vivendi m'intéresse, c'est que les véhicules, pas que la voiture, mais tous les véhicules deviennent des médias. Et c'est quelque chose qu'on oublie et c'est quelque chose qui m'attriste parce que là, derrière, vous avez un enjeu qui est très politique. Je m'explique. La tendance à la transformation, on le voit de plus en plus, le verre, les vitres deviennent des écrans. Et à ce titre, ce sont des lieux pour pouvoir produire du média. Quel type de média? De la série, de la télévision, du spot, ce que vous avez en tête. Ça peut être aussi, d'ailleurs, on le voit de plus en plus dans certains métros asiatiques, déjà de tables d'orientation qui vont vous guider pour vous montrer ce qu'il y a autour de vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où la voiture devient une nouvelle salle de projection, eh bien, derrière, la question, c'est quel type de contenu? Et en France, on n'a pas du tout compris ça. En France, les constructeurs, ils vont faire des alliances avec des géants américains, Disney, Netflix, mais ils oublient une chose, c'est qu'aujourd'hui, les marchés les plus stratégiques, notamment pour les mobilités, c'est deux choses. C'est les mobilités collectives, qu'aujourd'hui on oblitère complètement lorsqu'on parle de divertissement, et les mobilités bien sûr plus personnelles. Les voitures ne sont pas mortes, et c'est quelque chose, moi, qui m'attriste quand je vois, par exemple, que sur une Huawei Car, qu'on peut rouler de manière autonome ou pas en Chine, autonome technologiquement, mais en Chine non plus, ça ne marche pas réglementairement. Bref, eh bien, dans la voiture Huawei, vous avez un genre d'iOS Huawei dans lequel vous avez que du contenu qui est produit par Huawei et ses partenaires. L'Europe n'est plus sur la carte, ni en Asie, ni aux États-Unis. Il va être temps, d'une certaine manière, de voir que nos industries automobiles ont tout intérêt à travailler en coalition avec nos industries culturelles, parce que pour le coup, la voiture devient média, les transports de demain seront des lieux de projection média. Je rappelle qu'en France, le divertissement au sens large, ça va du luxe, de la mode, jusqu'à la création de contenu, le jeu vidéo, etc. C'est une de nos industries fleurons. Or, aujourd'hui, un de ces lieux les plus stratégiques pour eux demain est en train d'être complètement oublié, ou du moins sous-estimé.
Troisième tendance, c'est une tendance qui était assez amusante parce qu'à l'heure où on entendait notamment le groupe ADP qui se retrouvait dans une situation où il devait oublier les eVTOL, eh bien, vous aviez justement ces eVTOL qui commencent à prendre de l'ampleur dans certains territoires. L'un de ces territoires qui était le plus sous le microscope, eh bien, c'était justement Vegas et Los Angeles. Pourquoi ? Parce que la France, en particulier, a beaucoup à apporter à ce territoire en vue des Jeux Olympiques de 2028. Et si en France, on n'a pas eu ce temps réglementaire, technologique même pour le coup, de pouvoir faire voler des taxis volants sur les Jeux Olympiques de 2024, il n'y a absolument aucun doute que sans cette solution, les Jeux Olympiques de 2028 sont très fortement compromis en termes de mobilité. Les embouteillages parisiens, pour le coup, sont rien du tout par rapport à ce qu'on peut connaître du côté de Los Angeles. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution justement de ces différents eVTOL, ces drones volants géants, ces taxis volants, qui aujourd'hui fonctionnent déjà pour un certain nombre d'usages, et notamment des usages très B2B, très entreprises. Pour le coup, en miroir, les taxis volants pour personnes aujourd'hui est encore à ses prémices, mais pour le coup, on voyait déjà ces premières tentatives qui sont en train d'affronter les règles qui, pour le coup, étaient d'autant plus en discussion que ce CES, il avait lieu en janvier, 15 jours avant l'inauguration de Trump, donc forcément, tout le monde était en train d'avoir ces débats réglementaires pour pouvoir essayer d'envisager leur avenir aux États-Unis. Quatrième tendance, je l'évoquais tout à l'heure, je n'ai pas pu m'en empêcher, je me suis auto-spoilé, mais ne plus avoir peur des mobilités autonomes, parce que les mobilités autonomes, ce n'est pas juste le taxi autonome, ce n'est pas juste la Waymo, c'est bien au-delà, c'est aussi tous les engins autonomes agricoles, navettes, etc. Moi, je rêve, en tant que maire de Verneuil, d'avoir une navette autonome qui puisse desservir, je ne sais pas, mon aérodrome, puisque j'ai le plus grand aérodrome en herbe d'Europe, ou notre base de loisirs. Pas seulement parce que ça remplace, entre guillemets, des chauffeurs, mais aussi parce que, finalement, un chauffeur, il va attendre beaucoup s'il doit attendre qu'il y ait qu'une dizaine de personnes par jour. Là où, pour le coup, on a, avec des véhicules autonomes, la capacité d'avoir des meilleures mises à l'échelle des différents types de mobilité. Et puis, ça a été évoqué par la table ronde précédente, mais cette idée que penser les mobilités, c'est surtout repenser la ville de demain, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui va vous paraître peut-être être de l'évidence, mais qui ne l'est pas tout à fait. Si vous allez, par exemple, je ne sais pas, à Suzhou, au nord de Shanghai, où j'étais aussi en octobre-novembre, eh bien, vous avez des villes qui ont été construites à partir de rien. Et construire à partir de rien, ça permet de penser la ville de manière autonome. Parce que quand la ville, on peut enfouir tous les câbles, quand on peut enfouir tout ce qui va permettre d'avoir la ville vraiment autonome, c'est plus facile. Mais comment on fait? Parce qu'on ne va pas raser Paris pour passer les câbles. Comment on fait puisqu'on ne va pas raser nos villes pour passer la fibre? Tout ce travail, nous avons des opérateurs qui sont déjà en train de le faire en France. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de repenser la ville dans son urbanité la plus globale pour allier à la fois les défis écologiques, énergétiques, technologiques. Il faut savoir qu'encore au local, les technologies, elles font peur. Lorsque je parle d'IA au boulot, tout le monde me dit c'est de l'évidence. Quand j'arrive à Verneuil, en mairie, que je parle à mes agents d'IA, c'est quelque chose qui, pour le coup, inquiète, qui est d'ailleurs perçu par les Français plutôt encore négativement, pour des enjeux sociaux notamment, à juste titre. Dans ce contexte-là, il me semble important d'avoir ce travail de concertation d'abord, et il y a de plus en plus de communes qui travaillent sur des genres de comités qui vont allier les enjeux technologiques et urbains. Et puis un deuxième sujet simplement, du test. Moi à Verneuil par exemple, je fais du test, on a monté des Fab Labs, on est en train de monter différents événements pour allier justement entrepreneuriat, innovation et urbanisme. C'est des sujets sur lesquels il faut avancer doucement, mais où on a tous un jeu à jouer, c'est une part de la citoyenneté. Et c'était d'ailleurs quelque chose sur lequel je voulais insister. Parce qu'au CES, il y avait une chose qui m'a marqué, c'est que vous aviez tous les pays du monde. Les pays les plus présents, c'était sans doute cette fois-ci la Corée et le Japon. L'année dernière, c'était sans doute d'autres pays, certains pays européens comme les Pays-Bas, qui l'année dernière étaient très présents, et d'autres peut-être un petit peu plus éloignés, notamment l'année dernière, les pavillons pour des raisons plus politiques, israéliens et ukrainiens. Cette année, si l'Asie était si présente, c'est parce qu'elle était en recherche de territoire pour développer ses solutions. Et ce qu'elle regardait, ce qu'elle d'une certaine manière démarchait, c'était sans doute les pavillons européens et français, en particulier parce qu'en France, nous avons des schémas directeurs. C'est très rassurant, ça, pour des Asiatiques. Nous avons déjà fait le pari du ferroviaire, et ça fonctionne. Et c'est un pari sur lequel ils sont très à l'écoute. Nous avons déjà des stratégies, et il faut savoir arrêter de se sous-estimer. Nous intégrons les logiques de décarbonation. Et en France, on peut en être fier. On est encore très loin de ce qu'il faut faire.
mais nous avons sur nos territoires ces logiques qui sont appliquées. Et puis l'esprit d'innovation, comme la connaissance des habitudes. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens, et si nous ne sommes peut-être pas les meilleurs, j'aime bien rappeler, surtout à l'occasion de ces grands salons, que nous ne sommes surtout pas les pires et surtout que nous avons, du fait de ces stratégies et du fait de ces forces, une réelle capacité d'intégration de l'innovation à l'échelle territoriale. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Je vous ai partagé mes deux emails et mes deux identités, deux casquettes, une seule tête. L'objectif, c'était surtout de vous donner envie de pouvoir échanger sur ces sujets et de rester à vos dispositions, que ce soit par email, par LinkedIn ou par tous les biais de communication que vous souhaiterez. Je vous remercie et évidemment, je passe la parole.